Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette quatrième et dernière conférence déjà, de notre cycle Europe de cet automne, donné, vous le savez, par la professeure Otélé. Avant de lui passer la parole, je voulais vous indiquer qu'à l'issue de cette conférence, nous tiendrons une discussion. Donc il y aura un temps de questions-réponses de votre part, que vous attendez certainement avec impatience depuis 15 jours. Donc ne partez pas, si vous pouvez ne pas partir et rester pour la discussion, nous serons très heureux de poursuivre cette discussion. Donc sans plus attendre, Olivette, je te passe la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à toutes. Ça fait drôle quand même parce que c'est la dernière fois que je vous vois et ça a été un vrai plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de trauma, pas que de ça. Si on peut réparer les traumas de l'esclavage, on va regarder des questions de mémoire, d'histoire, d'oubli, de réparation. Alors, pour commencer, il existe encore une démarcation claire entre histoire et mémoire dans certaines historiographies. Mais lorsqu'on s'intéresse aux héritages du passé, la mémoire devient, je pense, un outil sociétal, politique et idéologique qui permet aux chercheurs de comprendre les sociétés à des moments donnés. Excusez-moi, parce que j'ai oublié mes lunettes. J'essaie de ne pas regarder, de pas... C'est assez nouveau de porter des lunettes, alors ça me fait encore drôle pour l'instant, mais bon, les années font qu'il faut s'y mettre, quoi. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, oui, la mémoire devient un outil sociétal, politique et idéologique qui permet aux chercheurs de comprendre les sociétés à des moments donnés. En passant d'une histoire à l'étude de la mémoire individuelle, telle qu'elle a été définie par Paul Ricoeur, mais bien d'autres aussi, on pourrait affirmer que si la mémoire est bien un voyage individuel qui est ensuite présenté et transmis à un groupe, l'effet collectif de transmission du récit peut cristalliser les expériences des communautés et devenir finalement un outil de cohésion sociale. On est dans l'amphi Alvax, donc je dois quand même mentionner Maurice Alvax, le sociologue, qui affirme que la mémoire est collective, car nous nous souvenons ensemble. Puis les individus s'approprient ces souvenirs. Le processus crucial de transmission des connaissances et de la mémoire joue un rôle dans la construction de l'identité des groupes et des individus. Alors le débat sur la mémoire n'est pas nouveau. Avant Ricoeur, avant Alvax, Freud, Jung et Lacan ont montré que la mémoire, ramenée à la conscience, notamment celle qui est douloureuse, se guérit grâce à la psychanalyse. En parler, le partager avec le psychologue et le transmettre de l'individu à l'auditeur ou aux auditeurs fait partie d'un processus de guérison. Alors, que se passe-t-il lorsque le traumatisme est partagé mais ne guérit pas nécessairement? Les chercheurs ont débattu du traumatisme intergénérationnel qui peut être compris comme un post-mémoire tel qu'il a été défini par Marianne Hirsch. Alors, j'explique un peu que le travail de Marianne Hirsch porte sur la mémoire de l'Holocauste et utilise les arts ou l'art pour reconstruire ce qu'elle a appelé les ruines mémorielles. Et vraiment, je pense que son travail nous offre une perspective critique pour comprendre les défis auxquels on est confronté quand on essaye d'articuler mémoire collective avec la post-mémoire. Alors, la post-mémoire étant ce qui est après les silences, les oublis, etc. L'utilisation de ces concepts permet de comprendre les histoires de la Méditerranée noire, j'en ai parlé hier, non pas de manière isolée, mais dans le cadre d'un processus commun, pourtant unique de guérison. Les sociétés et les familles ne se contentent pas de transmettre la douleur des traumatismes. Les sociétés et les familles transmettent également des souvenirs, des pratiques qui ont façonné et visent à façonner nos identités individuelles. Il s'agit autant de formes de continuité à travers la transmission des diverses formes de patrimoine, etc. Alors l'idée de transmission à travers des pratiques partagées définie comme mémoire culturelle a été définie comme mémoire culturelle
par Yann Assmann et donne vie au rôle des pratiques culturelles. Assmann a soutenu que ce n'est pas une question d'exactitude lorsqu'il s'agit du passé. Il ne s'agit pas de contester l'objectivité des individus, mais la manière dont ils ont choisi de se souvenir. C'est la manière qui compte. Et ce qu'ils ont choisi de transmettre et comment ces souvenirs ont un sens ou font sens pour les individus et les membres d'une communauté. Il s'agit donc d'une espèce d'auto-identification. Par la mémoire, collectivement, individuellement, on arrive à créer une communauté et cette communauté va renforcer cette identité, finalement, en se rappelant ensemble, en commémorant ensemble. Alors le travail sur la mémoire n'est pas un travail, n'est pas un processus pacifique, tranquille. L'articulation épistémologique du langage, le récit, la contre-mémoire joue un rôle et cela a été exploré par de nombreuses personnes. Le langage, c'est-à-dire les mots qu'on utilise, joue aussi un rôle important dans la représentation de soi et des autres. La mémoire, soi-disant collective, qui se confond parfois à une mémoire publique, est aussi le lieu de diverses luttes de pouvoir. J'ai parlé de langage, de termes qu'on utilise, communauté, communautarisme, des choses comme ça, et ce que ça, les images que cela révèle, ce que ça évoque pour chaque personne. J'aime bien faire ça, mais je ne pourrais pas le faire ce soir, mais ce qu'on appelle les triggers, c'est-à-dire je jette un mot et je vois la réaction parfois physique des gens, mal à l'aise ou pas. Bon, je ne vais peut-être pas le faire ce soir. Il existe une contre-mémoire qui peut être un outil important pour certains groupes, car elle permet un discours de finalement se dégager d'un discours hégémonique ou du discours officiel. Et pour ce faire, j'ai travaillé sur la recherche qu'a fait quelqu'un qui est décédé maintenant, qui était un chercheur israélien qui s'appelait Ilan Gourzeev et qui a écrit quelque chose sur la contre-mémoire et comment on arrive à détruire la mémoire de l'autre au travers de l'éducation. C'est absolument phénoménal. Alors, le concept d'entrepreneur de la mémoire développé par Marie-Claire Lavabre fait aussi émerger un processus basé sur un travail de réduction et de redéfinition constante. Alors, Lavabre note que les identités et les histoires de diverses communautés s'inscrivent dans une forme d'identité nationale ou dans ce qu'elle appelle la mémoire officielle. C'est-à-dire que pour arriver à une mémoire officielle, on va choisir ce qu'on appelle les entrepreneurs de la mémoire. Et ces entrepreneurs vont prendre divers souvenirs, divers discours, récits, et vont faire un travail de réduction, quelquefois conscient, quelquefois inconscient. Dans le cas d'une nation, c'est un travail conscient, puisque dans les manuels scolaires, on va choisir un certain type de récit ou pas. Et ce processus a un impact sur le sentiment d'appartenance ou non, et sur la question de la citoyenneté. En tant que société, nous ressentons le besoin de façonner notre identité. Nous le faisons, a soutenu l'historien Pierre Nora à travers ce qu'il a appelé les lieux de mémoire. Bon, ce terme a été contesté, etc. Mais je retiens tout de même que c'est un terme intéressant quand on veut examiner des choses comme les anniversaires, les commémorations, les statuts, les ordres fraternels, etc., qui sont pour Nora des lieux de mémoire. C'est un terme assez élastique ou fluide que j'aime assez. On pourrait donc affirmer que les corps noirs, et du coup, je me réapproprie Nora, les corps noirs, les corps d'Africains européens, marqués par des silences, des traumas intergénérationnels, peuvent être considérés comme des corps porteurs d'une histoire qui change en fonction du regard qu'on porte sur eux et elles. Ce corps porteur d'une mémoire incarnée, alors le terme mémoire incarnée, défini par Paul Connaughton, qui dit que la mémoire incarnée est un processus qui inscrit finalement la physicalité et l'expérience physique du souvenir dans un espace de performance mémorielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, quand on a des commémorations ou même des repas de famille, on se retrouve à faire des gestes, des choses similaires tout le temps. Je ne sais pas lesquelles sont les vôtres, mais on va toujours commencer par, je ne sais pas, un type d'apéritif, par exemple. On va s'asseoir le dimanche ensemble. Il dit que tout ça participe à ce qu'il appelle une mémoire incarnée, c'est-à-dire qu'elle est vive.
Elle est revécue tous les dimanches, par exemple, ou toutes les années pour le 11 mai. Et il dit qu'il y a un élément de performance dans cette commémoration, dans cette remémoration, et la performance engage le corps, et le corps devient mémoire corporelle. Donc le corps va faire des choses sans plus réfléchir à leur signification. Il sait juste que c'est important et que ça fait partie de notre identité. J'aimerais vous parler de la centralité du travail sur la mémoire corporelle et cet aspect commémoratif qui lui aussi participe à un processus d'oubli. D'un côté, on a des communautés afrodescendantes qui se souviennent, à partir du corps, leur corps dit une histoire qui parfois révèle des oublis ou pas. Cette histoire corporelle passe aussi par le dire sans écrit. C'est la musique, même si ça participe au cliché, hein, c'est la musique, c'est la danse, ce sont les vêtements, c'est les ornements, le corps orné. C'est aussi des commémorations. Mais de l'autre côté, on a aussi cette mémoire corporelle au travers des commémorations de la traite, uniquement. C'est-à-dire que l'Europe qui va se souvenir de ces populations, comment on a aboli la traite, sans forcément s'attarder sur le fait que cette même Europe a mis en esclavage ces personnes. Donc le corps peut avoir plusieurs fonctions presque opposées l'une à l'autre. Cet engagement du corps comme lieu de commémoration s'accompagne d'un enseignement historique que, à mon sens, qui est incomplet. Nous apprenons par exemple qu'en Grande-Bretagne, la marine royale s'est assurée que le reste des puissances coloniales européennes arrêterait les navires qui transportaient encore illégalement des esclaves, des captifs africains au XIXe siècle. Et ces dernières années, davantage d'enseignements et de partages ont été faits sur le rôle des communautés africaines, caraïbéennes et le rôle qu'elles ont joué dans leur propre émancipation. Maintenant, je ne veux pas nécessairement m'attarder sur les raisons de ces changements, pourquoi maintenant on en parle, mais simplement mentionner que cette amnésie collective partielle semble caractériser cette histoire qui se transforme quelquefois en hystérie collective. Nous entendons, en tout cas en Grande-Bretagne, tous les 2 jours, comment les soi-disant, je cherche le terme en français, les wokeratis, c'est-à-dire ces brigades de woke, veulent absolument, je cite, absolument réécrire l'histoire. Enfin, le rôle de l'historien est quand même de constamment réécrire l'histoire, donc bon, voilà, quoi. Je soutiens qu'en tant qu'historien, nous pouvons utiliser à la fois des sources et des matériaux qui sont bien sûr divers, et pour ce faire, la plupart des historiens font ça, ils utilisent une multiplicité des sources. Mais comme je l'ai déjà mentionné, il y a souvent une hiérarchisation des sources. La violence, dans le cas de l'histoire de l'esclavage, imprègne les sources, parce que ce sont les planteurs, les marchands, etc., qui nous ont laissé les sources écrites, finalement. Il y a aussi de la violence dans la froideur des données. Les personnes esclavisées sont réduites à des chiffres. Nous apprenons qu'environ 12,5 millions de personnes, de captifs, ont été transportées outre-Atlantique. Ce sont les dernières données. Pendant longtemps, les historiens spécialistes en économie nous ont apporté des données sur le nombre de voyages d'esclaves, de voyages de bateaux européens. La prétendue impartialité des chiffres fait également écho au fait que les esclavagistes présentaient la traite comme étant un commerce, une traite. L'argument que l'on entend souvent est qu'il s'agissait juste d'un commerce, il n'était pas du tout illégal. Bon, certains juristes caraïbéens sont en train de changer les choses, ils ont regardé dans les détails et certains ont montré qu'à certains moments, dans certaines îles caraïbéennes précises, la loi, c'était en fait illégal. Même si à Londres, on avait le droit d'aller le faire, les lois locales étaient différentes. Cependant, je soutiens que la violence, son aspect émotionnel, n'était pas absent des considérations commerciales déjà à l'époque. La série des lois mises en place pour réglementer le commerce et déshumaniser les personnes d'ascendance africaine démontre que les commerçants, les députés, la monarchie, l'Église, tous
tous ceux qui sont impliqués dans ce commerce ont tenté de réguler, mais aussi de contrôler le récit associé aux émotions. Ils ont tenté de réduire la question au transport des marchandises d'un endroit à l'autre, mais aussi la manière dont elle pourrait enrichir la Grande-Bretagne. Donc on a des discours contradictoires. Je vais vous donner un exemple que j'ai pris plutôt du côté français. 3 exemples en fait. Le Code noir, conçu par Jean-Baptiste Colbert, le chancelier des finances de Louis XIV, 1685, dans l'article 1er, qui dit « Tous les esclaves devraient se faire baptiser ou être baptisés, devenir catholiques ». Alors on pourrait interpréter ça comme une volonté de sauver les âmes ou comme moyen de les contrôler en leur promettant le salut au paradis. Quoi qu'il en soit, cela les place dans la même catégorie que les maîtres. Cet article les inscrit dans le domaine des êtres humains. Pourtant, l'article 44 précise également qu'ils sont la propriété et un bien meuble, et en tant que tel, ils peuvent être hérités. L'article 38 stipule que les enfants des esclaves appartiennent au maître de la mère, car ils sont simplement des biens. Mais ils sont toujours considérés dans l'article 38 comme des êtres humains, donc ils peuvent être punis. Donc il y a meuble, bien de meuble, être humain. La punition est de fait, la punition par exemple était de première infraction, on coupe les oreilles, deuxième tentative de s'enfuir, on va marquer l'épaule de l'insigne du roi qui était la fleur de lis, troisième tentative, on va tuer la personne esclavisée. Donc la punition les inscrit dans le domaine de l'être humain. Il s'agissait de réglementer le commerce et de surveiller ces corps noirs. Il existe plusieurs codes noirs. Il y avait d'autres moyens pour infliger les violences et contrôler les corps des personnes d'ascendance africaine dans les colonies. On a par exemple, en 1777, la police des Noirs qui est instaurée et qui est là justement pour surveiller, catégoriser ces personnes africaines européennes dans l'espace français, c'est-à-dire dans l'Hexagone, en Europe, enfin dans l'Hexagone. L'idée était que les habitants de la France hexagonale se sentaient menacés par le nombre de corps noirs circulant dans le royaume, et donc on a décidé que ces populations devaient porter une cartouche, c'est-à-dire une forme d'identification, qu'elle soit libre ou non. Donc ces personnes devaient porter des cartouches, mais pendant que cela se passait, il y avait quand même un nombre d'Africains européens à Bordeaux, par exemple, qui avaient des petits magasins. Certains étaient costumiers, certains étaient barbiers. Et comme l'a montré la chercheuse Julie Duprat, certains pouvaient même avoir des logements achetés, de la terre, etc. Donc la crainte de voir ceux qui sont légalement considérés comme des biens et ceux qui sont affranchis, donc on a hommes libres, personnes esclavisées, vivant à proximité des uns des autres, donc d'où le besoin d'essayer de réguler tout ça et de leur faire porter une cartouche, enfin une forme de pièce d'identité finalement. Donc nous avons le discours des déshumanisations qui devait apparaître comme une justification au maintien de l'ordre. Ces groupes de personnes étaient présentés comme des biens meubles, parfois même comme des animaux, des bêtes de somme, physiquement pourtant capables d'aimer et même d'avoir des enfants, d'aimer, grand mot, d'aimer leurs enfants, mais de porter les enfants des maîtres. Nous connaissons la violence physique, sexuelle envers les femmes esclavisées dans les plantations. Beaucoup de recherches ont été faites dessus. Donc, j'ai utilisé, en fait, je suis partie des données de cette database pour essayer d'illustrer mon propos. Donc, alors, j'essaye de voir si j'ai mis... Ouais. Alors, la violence a pris de nombreuses formes. La violence venait aussi de l'accent qu'on a tendance à mettre sur les chiffres, et notamment la frénésie que je rencontre dans les archives, où on voit les marchands tentant de contrôler l'investissement à travers les instructions très détaillées qu'ils donnaient aux capitaines de navires et dont la tâche était d'aller chercher, d'acquérir des captifs sur les côtes africaines. Des instructions très détaillées, par exemple le nombre de jours, presque au jour près pour certains,
le nombre de semaines pendant lesquelles ces navires devaient rester en Afrique, le type de nourriture à bord, mais aussi la durée pendant laquelle ils devaient envoyer et vendre les esclaves aux Antilles, avec qui faire du commerce, etc. Les chiffres sont bien sûr importants, mais la froideur des transactions passées ne devrait pas être reproduite par nous, historiens, dans le récit historique qui est censé être impartial. S'appuyer seulement sur des chiffres peut effacer l'histoire de ceux qui ont contribué à cette richesse. En fait, on peut se réapproprier ces chiffres et les transformer en récits puissants. Alors, j'ai essayé de faire ça ici. Des chiffres froids, nous sommes passés aux cartes qui aident aussi à comprendre des parcours individuels. Et des cartes, nous passons aux animations dont je me sers parfois en classe avec mes étudiants. Alors, est-ce que je fais ça tout de suite ou je fais ça? Ah, ça marche. Est-ce que ça bouge? Je ne sais plus. Encore une fois? Voilà. C'est une vidéo silencieuse. Elle représente le nombre de personnes transportées depuis les côtes africaines jusqu'aux Caraïbes, en Amérique et en Europe. Il s'agit de transports forcés, de trafic d'êtres humains à travers les océans. Et ces points sont des corps mis en mouvement, assujettis, immobiles, pas toujours, mais souvent immobiles, ou immobilisés en tout cas, dans les navires européens, vivants ou agonisants, mais toujours rebelles, parce qu'on a un certain nombre de documents détaillés sur des tentatives de rébellion, aussi bien sur les côtes africaines que dans des navires, des personnes survivant ces épreuves et leurs descendants capables aujourd'hui de raconter leurs histoires. Alors, comment leurs histoires ont-elles survécu? Eh bien, grâce à ces données. Donc, je viens de passer un peu de temps à critiquer. Vous voyez, à chaque fois que ça s'accélère, c'est qu'il y a comme une frénésie, c'est-à-dire que quand le commerce s'ouvre, à cause de certaines lois passées par différents parlements, royaumes, etc., qui autorisent finalement toute personne qui est capable d'affréter un navire à aller dans les côtes africaines, à conduire ce commerce. On s'aperçoit qu'il y a une accélération du nombre de navires, etc., c'est-à-dire groupes d'amis qui ont de l'argent, se mettent ensemble, constituent un capital, affrètent des navires, cherchent un capitaine. Le capitaine se charge de chercher et de trouver un personnel, des matelots. Et des matelots, quelquefois, qui ne sont pas des spécialistes de la mer, mais des pauvres gens, des jeunes gens, dans la vingtaine, quelquefois plus jeunes, à la recherche de travail, sans argent, qu'on va soit parfois enrôler de force, parfois à travers de la coercion, on va leur promettre plein de choses. Donc ils se retrouvent sur ce bateau dans les côtes africaines, n'ont jamais été, ils souffrent, et ils se retrouvent à essayer de manager, de gérer cette population africaine qui, elle, a envie de sortir de ces bateaux. Une violence extrême, et c'est par la violence qu'ils vont réussir à imposer à ces populations de rester. Certaines ne restent pas, des gens se jettent, sortent des bateaux, se jettent outre-mer, etc. Et ces jeunes gens, certains, parce qu'il s'agissait de ne pas ramener autant de personnel dans les capitales européennes, dont certains sont abandonnés dans la Caraïbe, d'autres rentrent dans la métropole, en Europe, handicapés, aveugles, etc. Donc c'était un commerce qui n'a pas bénéficié à tout le monde au même moment et de la même manière, mais pour ceux à qui ça a bénéficié, ça a été une richesse extraordinaire. Alors, j'ai voulu donc vous raconter une histoire en partant juste de données. Sur la première ligne, nous avons quelqu'un, un jeune garçon,
j'ai cherché, j'ai passé du temps, je me suis un petit peu amusée quand même à essayer de trouver quelqu'un avec qui je pouvais avoir une affinité. On n'a que des chiffres, on a très peu d'informations, mais j'ai trouvé un jeune garçon appelé Bill, âgé de 9 ans, qui était à bord d'un navire appelé Esperanza. Bill a été amené à Sherbro, et Sherbro est à la fois une langue et le nom d'un groupe de personnes en Sierra Leone, ainsi que le nom d'un port au XIXe siècle. Nous savons que les Portugais ont atteint la Sierra Leone au XVe siècle. Ils ont fait du commerce avec les Africains, tout comme les Néerlandais, les Anglais, les Français l'ont fait. Les Anglais ont établi une colonie en Sierra Leone en 1778. Les Noirs qui ont combattu... Alors, donc, on arrive... La Sierra Leone est un vivier assez important, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs histoires qui se rencontrent. On a les Noirs qui ont combattu aux côtés des Américains, donc les Noirs américains, qui combattent contre les Anglais pendant la guerre révolutionnaire américaine 1775-84, sont envoyés, puisque les Américains gagnent, évidemment, donc ils vont prendre ces populations et les envoyer à la Nouvelle-Écosse, c'est-à-dire les déporter, finalement. Ils les envoient à la Nouvelle-Écosse, au Canada. Et le Canada, à l'époque, appartient à la couronne britannique. On a aussi, à peu près au même moment, des rebelles capturés, des populations marrons, c'est-à-dire des populations des esclaves qui se sont enfuis, qui ont rejoint les montagnes et qu'on arrive à capturer, que les Britanniques arrivent à capturer, et ils vont les déplacer, les déporter de Jamaïque, et on les envoie aussi à la Nouvelle-Écosse dans les années 1790. Des décennies plus tard, une partie de cette population est encore à nouveau envoyée du Canada en Sierra Leone, en Afrique. Pas seulement en Sierra Leone, mais beaucoup sont envoyés aussi en Sierra Leone. Donc en 1810, les parents de Bill sont peut-être issus de ces populations, ou alors elles pourraient être issues des Africains libérés des navires esclavagistes que la marine royale britannique a ramenés. Donc, je vous donne ce contexte, qui est 1807, la Grande-Bretagne abolit la traite, décide de sillonner les mers pour intercepter les navires européens en train de, soi-disant, violer les traités de paix qui stipulaient que les Européens devaient arrêter la traite. Donc, revenons à Bill. Nous savons qu'il a été donc amené à Sherbro. Il a fini par débarquer à Freetown, en Sierra Leone. Nous savons également que Bill, des années plus tard, on le retrouve dans le régiment antillais. C'est une unité de l'armée britannique qui était stationnée dans les Caraïbes. Et nous savons que même si la traite des esclaves est abolie par le Parlement britannique en 1807, la Grande-Bretagne continue quand même d'acheter des esclaves pour servir dans les régiments des Antilles jusqu'en 1808. Donc nous savons que cette unité de l'armée était faite d'afro-descendants, soit, donc on a quelques chiffres, entre 1795 et 1807, on a environ 13 400 personnes esclaves achetées par ce régiment. Donc on a cette Grande-Bretagne qui dit, voilà, on arrête. Mais de l'autre côté, elle achète à d'autres des esclaves. Nous sommes donc en 1810, avec Bill qui se retrouve à Freetown, puis dans le West India Regiment, probablement en tant que soldat libre, parce que ce régiment a des personnes esclaves, mais aussi des soldats libres, et que Bill a servi dans l'armée britannique dans des conditions plutôt désastreuses. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais assez horribles, mais en tant qu'homme libre. Alors, petite pause, c'est moi qui vous raconte l'histoire de Bill. Et ce que je fais là, c'est ce que l'historien Hayden White a appelé emplotment dans son livre Méta-histoire, l'imagination historique dans l'Europe du XIXe siècle. White ne parlait pas du tout de l'histoire des esclaves, mais je me suis pleinement approprié le terme emplotment. Alors, nous faisons de l'emplotment, nous, historiens, quand les archives sont limitées ou nous font défaut. Nous spéculons en nous basant sur le contexte et nous recréons un récit cohérent pour le lecteur. Donc, White s'est inspiré de Collingwood, de Northrop Fryer, mais aussi de Claude Lévi-Strauss. Et je m'inspire d'eux aussi pour tenter d'établir des ponts entre récit historique et mémoire. Et lors de ma première conférence ici,
j'ai parlé de la kinésie mémorielle qui engage le corps dans un travail de remémoration et de redécouverte d'histoires oubliées ou négligées. Et je parle de l'archive inclusive. Alors, l'histoire de Bill et ses aventures forcées à travers l'Atlantique m'interpelle. J'ai voulu qu'on parle de Bill, qu'on se souvienne de Bill, qu'on apprenne des choses sur Bill. Donc, cette archive de Bill, que les chiffres, nous n'avons que des chiffres, est imparfaite, mais elle nous permet tout de même de dresser un tableau historique et faire des ponts entre un travail de commémoration, que je suis en train de faire ici, et la mémoire de Bill. Je souhaite approfondir l'histoire de mémoire corporelle ou de mémoire du corps. Commençons par la notion de mémoire. Alors, je vais peut-être parler à des gens qui travaillent déjà sur la mémoire, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être que je pose certaines bases et que je me penche, mais vraiment très brièvement, sur mémoire individuelle, collective, culturelle, etc. Donc, il y a une délimitation forte établie entre mémoire individuelle et collective. La mémoire individuelle ne concernait pas que le monde intérieur et l'expérience intime de chacun. Et la mémoire collective était censée être une masse de perceptions individuelles, un rendu imparfait de notre individualité, mais pourtant nécessaire à élargir et à établir nos communautés. Donc on a deux visions, mémoire collective et individuelle, qui ne sont pas fondamentalement fausses ou opposées, mais il faut en ajouter d'autres. La question pertinente ici est qu'est-ce qui façonne exactement les souvenirs et les transforme en souvenirs individuels ou collectifs? Pour répondre à cette question, on doit examiner ce qu'est la mémoire au niveau physique. Et nous comprenons alors que tout dépend de la nature des connexions qu'on établit dans notre cerveau, des éléments antérieurs à notre stock mémoire. Alors, au niveau neurologique, la mémoire est la partie de notre cerveau qui est stimulée par plusieurs éléments. Nous savons que le cerveau stocke des informations d'une certaine manière grâce à l'existence de synapses. Et les synapses sont des endroits où les connexions électriques sont établies dans le cerveau. Ces connexions électriques permettent à notre cerveau de fonctionner. Et je continue de parler d'utiliser le mot connexion parce que c'est vraiment ainsi que la mémoire se construit. Alors, j'ai utilisé un diagramme de l'université de Queensland en Australie pour expliquer mon propos, parce que je le trouve très bien. Et voilà. Alors, la mémoire sensorielle, dans la carte mémoire que vous voyez en haut, est la plus courte. Il s'agit de notre capacité à ressentir, sentir, voir, goûter, entendre quelque chose. Et cela disparaît car elle ne reste pas longtemps dans le cerveau. Donc les expériences sensorielles et nos expériences antérieures vont passer très rapidement. Cependant, une fois que les liens ont été établis avec d'autres éléments du passé, notre cerveau fait l'effort de retenir cette sensation passagère. Celle-ci est ensuite transférée à la mémoire courte ou la mémoire à court terme, qui va ensuite passer à la mémoire à long terme. Donc la mémoire à court terme dans le schéma est très importante car elle nous permet de recevoir des informations, de les conserver pendant une période assez courte, pendant que nos synapses se préparent à retenir ou pas, à trier ou pas, et à transférer dans la mémoire longue. C'est une étape importante. C'est aussi une mémoire qui est influencée par plusieurs facteurs dans notre santé, dont notre santé physique, mentale, etc. Vous avez tous remarqué ça, on retient moins d'informations quand on est fatigué ou stressé. Et la rétention d'informations dépend aussi, je souris parce que ça dépend de la longueur de l'information et de ma présentation. Alors, examinons la mémoire à long terme. Elle est divisée en deux. Je ne garde pas tous les souvenirs, mais certains. Et la mémoire explicite, c'est une mémoire à laquelle vous accédez. C'est la mémoire dans laquelle sont stockées les informations, donc on va piocher au besoin, etc. Et dans l'explicite, vous avez la mémoire épisodique. Je ne vais pas développer, mais c'est quand même important de comprendre certains points. La mémoire épisodique, la mémoire de l'événement passé. Vous vous souvenez de certains épisodes de votre vie à des moments parfois inopportuns, même parfois quand vous pensez qu'il n'y a pas de stimulation particulière. Et la deuxième branche de la mémoire à long terme est la mémoire inconsciente. Et cette mémoire est importante parce que ce sont quelquefois dans cette mémoire inconsciente où sont stockées des choses plus
plus difficiles. Vous ne voulez pas vous en souvenir, mais elles sont quand même là quelque part. Alors, les psychologues, les psychiatres expliqueraient mieux que moi, mais je travaille sur la mémoire, donc je dois quand même regarder tout ça. Et quelquefois, vous stockez des choses que vous ne pensez pas avoir stockées. Et c'est le cas avec la kinésie, c'est-à-dire l'apprentissage au niveau du corps. Le corps se souvient de certaines choses dont vous n'avez pas souvenir. Vous vous souvenez que vous avez appris à faire du vélo, mais vous faites juste du vélo sans réfléchir, parce que le corps se souvient de ça. Il s'agit aussi de quelques mouvements de danse et bien d'autres choses. Donc tous ces souvenirs sont uniques et pourtant communs. Des souvenirs sensoriels à court, à long terme. Alors le philosophe Paul Ricoeur a retenu que nous formons et embrassons nos expériences à travers notre monde intérieur. Nous sommes des individus qui vivons, ressentons, nous souvenons, partageons avec les autres. Ce souvenir du passé pose un certain nombre de problèmes, maintenant que je vous ai dit ça. On a plusieurs façons de se souvenir, collectivement, on vous rappelle certaines choses ou pas, mais on se souvient, mais on se souvient aussi du trauma. Je vous invite à... Je ne serais pas une universitaire si je ne faisais pas ça, à lire un de mes livres que j'ai coédité avec des chercheurs bien plus jeunes que moi, absolument brillants, Luisa Gandolfo et Yoav Galay. Et dans notre introduction, nous parlons du lien entre mémoire et traumatisme. Donc, nous disons reconstruire des communautés qui ont été touchées par la guerre, les désunions, diverses formes de pression, de décès est un défi qui implique souvent d'examiner les sources du trauma et de trouver des mécanismes individuels d'adaptation et des stratégies de guérison. Cela peut également impliquer la société civile, y compris les entrepreneurs de la mémoire, comme l'a défini Marie-Claire Lavabre. Alors, les théories écrites sur le trauma ont été à l'origine d'une vaste littérature en sciences humaines au cours de ces 100 dernières années. On a parlé de Freud, Lacan, mais bon, il y a plein d'autres gens. J'ai souhaité élargir en parlant par exemple de Cathy Caruth, Ruth Cavers et plein d'autres, qui associent mémoire et langage, et la violence du langage, la violence collective. Quand vous parlez de l'histoire de la traite et de la manière dont cette histoire est présentée, il y a une violence collective qui n'est pas nécessairement consciente. Les oublis, en tout cas, c'est ce que je pense, les oublis sont une forme de violence. L'amnésie partielle est une forme de violence pour certaines communautés. Alors, violence du silence, mais aussi, quelquefois, une haine pathologique, au sens clinique même, une haine anti-noire. Des chercheurs tels que Jedlowski et Mistal ont remis en question, ont soulevé la question de la construction du trauma comme expérience individuelle. Donc il y a un rejet de l'autre qu'on ne comprend pas toujours, mais quelquefois qui est transmis par la famille. Donc l'enfant ne s'en rend pas compte, mais voilà, c'est une transmission de la haine. Toutes ces approches privilégient l'intervention externe pour la guérison. Alors, en ce qui concerne la haine de l'autre, il est difficile d'en sortir, tout comme il est difficile de sortir du trauma qu'on ressent. Articuler le trauma dans un contexte de construction d'une nation peut devenir une tâche très complexe, où on a les victimes, essayer de comprendre ce qui pousse les victimes et les auteurs dans toutes les directions. Même les notions de victime et d'agresseur deviennent assez floues dans des contextes spécifiques. Je pense notamment aux enfants qui ont des identités multiples, triples, doubles, qui ont du mal à se situer en tant que victime ou agresseur. Donc les choses ne sont pas aussi claires que ça. En tout cas, comment guérir du passé? La guérison peut passer par des processus collectifs, individuels. Découvrir les couches diverses qui forment le passé colonial est un bon début et qui peut engager finalement le travail avec le corps. La guérison peut passer par le visuel, par le corps, tout comme la haine passe par le corps. Le rejet de l'autre passe par le visuel que l'autre vous renvoie. La transmission des connaissances, des histoires du passé, des passés culturels peuvent avoir des qualités curatives.
Donc je préconise, ça ne va pas vous surprendre, une exploration d'une contre-éducation. Qu'est-ce que c'est contre-éducation en fait? Une contre-éducation au sens où l'entend Ilan Gurdjieff. C'est-à-dire que c'est une éducation qui va à l'encontre de certains silences, à l'encontre d'une histoire institutionnelle, institutionnalisée, d'une histoire parfois publique, qui pourtant est incomplète au regard de l'historien. J'ai parlé de traumatisme intergénérationnel, mais certains font aussi une différence entre traumatisme transgénérationnel et traumatisme intergénérationnel. Je cite la thérapeute Elaine dans son volume « Le fardeau du patrimoine », qui définit à la fois le traumatisme trans et intergénérationnel. Elle dit « Nous transmettons du trauma d'une génération à l'autre, nous transmettons des haines, mais aussi nos peurs d'une génération à l'autre. » C'est-à-dire que ce n'est pas que l'agresseur qui transmet, c'est aussi la peur de certaines communautés à aller à l'encontre de l'autre en se disant « attention », comme des mécanismes de barrage. Et j'ai réfléchi à cette question parce que je me suis dit, finalement, dans des lieux comme le Collège de France, en discutant hier avec quelques personnes, dans un lieu comme le Collège de France, là, je vois que le public est assez divers, hein, mais il arrive que le public ne soit pas aussi divers, parce que de l'autre côté, certaines communautés se disent que ce lieu n'est pas pour nous. Quelles sont les modalités d'accès? Pourtant, c'est ouvert à tous. Donc, ce n'est pas nécessairement le fait du Collège de France qui met barrière, c'est aussi la peur d'aller à certaines rencontres et de faire certaines connexions. Et quelquefois, cette peur est une peur transmise. Ça ne veut pas dire que le Collège de France ne doit pas en faire plus. Hein. Mais bon, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant et d'explorer le lien qu'il y a entre psychothérapie et histoire et de trouver un terrain d'entente, ouvrir les horreurs du passé, réparer le trauma, réparer les esprits, soigner la relation, se projeter dans le monde de possibilités qui va finalement nous permettre d'imaginer un futur commun. Alors, réparer, qu'est-ce que c'est réparer? Ah, grande question. La question des réparations. Je voudrais en parler parce qu'elle divise depuis des décennies. La question est souvent mal comprise. Ce que l'on définit comme réparation est confondu avec la question des compensations. Commençons par le début, c'est-à-dire que l'on sait que cette histoire qui a l'air de poser problème, c'est-à-dire l'histoire de la traite, est nécessairement associée à la question des réparations. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a du mal à séparer, et peut-être qu'on ne devrait pas les séparer. Quelques faits bruts. Entre 1500 et 1900, c'est 4 siècles de traite intense, vous avez vu le petit film, entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Je ne vous ai pas montré des choses similaires, mais avec l'Asie. Une traite qui n'était pas basée sur des rapports équitables, mais un commerce basé sur le travail impayé d'autres êtres humains. Les bénéfices ont été sans précédent, et cela pendant 400 ans. Les marchands, planteurs, propriétaires de plantations ont fait la richesse des villes européennes. Celles qui étaient déjà riches le sont devenues encore plus. Les enjeux étaient tels que des lois ont été votées, qu'il y a eu des groupes de pression, qu'il y a eu une lutte féroce entre marchands du même pays, Bordeaux face à La Rochelle, face au Havre, etc. Nantes, évidemment. La période de la traite montre qu'il y avait une guerre économique constante entre Européens qui s'accompagnait souvent de guerres militaires. L'argent de la traite permet aux Lumières d'investir dans la recherche, les arts, la santé, une planification urbaine. Tout ceci, tout ce que je vous dis, est historiquement très bien documenté. Ces marchands, investisseurs nous ont laissé des centaines de millions de documents. Ils sont au XVIIIe et XIXe siècle extrêmement fiers du rôle qu'ils ont joué dans ce commerce. Même si certains s'insurgent contre ce commerce. Et ce n'est qu'au XXe siècle que cette histoire commence à gêner. On ne l'enseigne pas, ou pas complètement, et au XXe siècle, on la cantonne à un passé lointain. Les bénéfices de la traite sont importants à étudier. Dans les années 2000, un banquier, et là je passe à la Grande-Bretagne, un banquier de la City, nommé Nick Draper, tombe sur des données énormes.
Il est aussi passionné d'histoire, donc il commence à s'intéresser à cette question. Il approche l'université UCL à Londres et commence à faire son doctorat avec la professeure Catherine Hall. Et de là naît une base de données appelée UCL British Slave Ownership. La base de données, je l'ai présentée au début, elle donne des traces des liens entre ces familles de marchands, l'argent qu'elles ont reçu pendant la compensation de 1837, car les propriétaires ont été compensés pour la perte de leurs soi-disant biens, meubles, etc. Ces marchands, bien souvent, sont aussi membres du Parlement et n'acceptent de voter pour l'abolition que parce qu'ils ont réussi à convaincre le gouvernement et le Parlement qu'ils doivent recevoir des dédommagements. Mais je parle aussi de la France, là. Ils reçoivent, en tout cas les Britanniques, reçoivent 20 millions de livres sterling, argent de l'époque, aujourd'hui, somme qui s'élève à 17 milliards de livres sterling. Avec cet argent, ils investissent en Grande-Bretagne, en Europe, dans les colonies. Ils ouvrent et financent des universités, des académies d'art, investissent dans la technologie avancée, ainsi de suite. Et cet argent produit des bénéfices. Ils ont rendu beaucoup de villes, comme je disais, très riches. Cette histoire d'enrichissement n'est pas unique britannique. Elle est reproduite en France, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Norvège, en Suède, au Danemark, ainsi de suite. C'est une histoire d'un enrichissement européen qui a changé la trajectoire du monde. Après l'abolition, hommes, femmes, enfants libérés veulent avoir accès à la terre. Cela leur est refusé. Donc certains vont devoir retourner travailler pour leur propre maître, pour un maigre salaire. Alors, ces maîtres n'ont pas vendu leurs terres. Ces terres sont aujourd'hui devenues, en tout cas on y a construit des hôtels, quelques champs de canne à sucre. L'argent a servi à créer des multinationales, des grands supermarchés, je ne donne pas de nom, ainsi de suite. Mon doctorat montrait que justement comment ces marchands créaient des compagnies d'assurance, un système bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les 3 plus grandes banques britanniques aujourd'hui sont nées de cette époque. Le problème est que les 20 millions donnés à ces marchands a aussi créé une dette énorme dans les caisses de l'État britannique. Et cette dette est finalement remboursée par tous les contribuables seulement en 2015. Donc énorme. Je parle et j'écris sur cette histoire des réparations, mais je préfère utiliser le terme de justice restaurative. La justice restaurative ou réparatrice consiste à restaurer, à réparer ce qui a été endommagé, quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible. On ne peut pas réparer le trauma, 400 ans de trauma. Mais il s'agit d'apprendre à trouver des outils de guérison, des moyens de vivre ensemble. Et bien souvent, les réparations sont comprises comme une somme d'argent versée aux personnes lésées, ce qui implique d'un côté une victime, de l'autre l'auteur d'une victime. Et cette dichotomie peut impliquer une dynamique parfois de pouvoir qui est refusée à la victime, parce que quand vous parlez de victime, ça veut dire qu'elle est victime. Pourtant, nous savons que les populations esclavisées ont trouvé des moyens de survie et ont doté aux descendants d'outils de transmission de savoir, grâce notamment à l'oralité. Ces personnes se sont battues pour leur propre libération. Elles ont utilisé et elles ont trouvé, ce sont des recherches fascinantes, elles ont trouvé des outils de résistance qui allaient du marronnage, de l'empoisonnement du maître, à contourner les lois et s'adapter, à utiliser la loi quand cela était possible. Donc la question des réparations, compensations, n'est pas tout à fait nouvelle. Nous avons en 1506 Ndinga Mbemba, également connu sous le nom d'Alfonso, le roi du Congo en Afrique centrale, qui a régné jusqu'à environ 1543, envoyant une lettre au roi du Portugal où il exige qu'il prenne des mesures pour empêcher les commerçants, agents portugais, d'arrêter son peuple et de les stigmatiser et de les expédier de l'autre côté des océans. Il exige une compensation pour ce qui a été fait. 1865, j'ai plein d'exemples, mais je vous en donne quelques-uns. 1865, le général Sherman, par le biais d'un ordre spécial, accorde aux Afro-Américains libérés le droit de posséder un terrain de 40 hectares. C'est pas hectares, acres. Et il ajoute à cela le droit d'emprunter une mule à l'armée afin que ces personnes puissent travailler la terre. Le président Johnson, qui succède à Lincoln,
tente de renverser cet ordre lors de la période appelée la Reconstruction. Ces 40 acres et une mule ont longtemps été considérés par certains comme l'un des premiers exemples de réparation. Bon, ce n'est pas du tout le cas, il en existe bien d'autres. Au début des années 2000, plusieurs universités nord-américaines ont commencé à s'interroger sur les liens avec l'histoire, entre histoire et esclavage. Cela n'est pas sorti de nulle part, c'est le résultat de décennies de campagnes menées par les militants, notamment des personnes dont les familles ont été réduites en esclavage par des propriétaires qui ont ensuite financé les premières universités. Donc, pour Brown, Harvard, Georgetown et bien d'autres, ce passé ne pouvait pas être ignoré. Les étudiants, les enseignants, les militants se sont réunis, ont travaillé ensemble, ont fait pression sur ces universités. Et ce qui est maintenant crucial, vraiment important de comprendre, c'est que l'appel aux réparations repose sur des données solides qui suivent la piste de l'argent et relient les individus aux familles et aux universités. Et dans certains cas, il s'agit de vente d'esclaves pour certaines universités, pour parfois payer une dette que le collège a contractée, etc. Pour d'autres, il s'agit de flux de trésorerie qu'il s'agissait d'avoir pour faire telle ou telle transaction ou tractation. Comme vous l'avez peut-être deviné, toute cette richesse héritée n'a pas été répartie équitablement, bien entendu. Alors, donner accès, ouvrir son passé est une question importante, mais aussi très délicate. Les universités britanniques, après les universités américaines, ont résisté et continuent de résister, et certaines ont décidé, il n'y a pas très longtemps, de faire ce travail, mais il est encore imparfait. On a des enjeux de pouvoir, d'image, de réputation. En fait, je souris, mais c'est pas drôle. C'est juste que, alors, on m'a contacté pour faire partie des comités externes, notamment à Cambridge, et oui, ça a été une période intéressante, on va dire. Voilà. D'autres universités comme Oxford et Glasgow se sont aussi penchées sur les liens avec l'esclavage. Glasgow est le leader en ce moment en la matière et continue avec l'Université des Caraïbes de justement travailler ensemble sur la question des réparations. Glasgow a décidé d'allouer 20 millions de livres pour faire ce travail. Mais il ne s'agit pas que d'argent, c'est un travail de mémoire, de guérison, de collaboration, de partenariat qui est absolument extraordinaire et qui est mené par plusieurs personnes. Et je tiens à la citer, la professeure Peggy Brunache à Glasgow, afro-américaine, descendante haïtienne, excusez-moi, qui mène avec d'autres et qui gère ce projet. D'autres, comme l'Église d'Angleterre, l'Église d'Angleterre a alloué en fait 100 millions de livres pour faire ce travail, mais en fait, quand ils ont déclaré ça, ça fait beaucoup, 100 millions, mais beaucoup d'ONG ont dit, attention, 100 millions est ridicule comme somme parce que l'Église vaut plusieurs milliards. L'Église d'Angleterre avait des plantations dans les Caraïbes, donc elle va décider, il n'y a pas très longtemps, d'augmenter la somme et de ne pas mettre une date de fin à ce travail de justice restauratrice et de guérison. D'autres, comme la fameuse banque Lloyds ou alors la Barclays, ont du mal à se pencher sur la question. Et même si Lloyds, après plus de 10 ans de refus, a fait une recherche détaillée, la question de comment réparer n'est pas encore tout à fait d'actualité pour elle. Alors. En 2020, le journal The Guardian m'embauche comme consultante pour que je les aide à travailler, à faire ce travail de mémoire, d'histoire et surtout des réparations, et que je travaille avec eux sur un projet qui s'appelle Cotton Capital. Voici le lien. D'autres institutions que je n'ai pas le droit de nommer m'ont aussi appelée et elles font ce travail, c'est-à-dire que les choses bougent énormément. Ça va prendre quelques années, mais elles bougent énormément en Grande-Bretagne parce que le gouvernement, la nation, le Parlement refuse de faire ça. Le travail est en fait par des institutions, des universités, des banques, etc. Il y a 2 ans, une famille d'aristocrates appelée les Trevelyan reconnaît leur rôle dans l'esclavage. Ils présentent des excuses officielles aux descendants de l'île de Grenade. Les Trevelyan ont fait une fortune en Inde, en Irlande et dans les Caraïbes. Ils ont reçu une compensation financière après la loi d'indemnisation de 1837. Ils possédaient 1 millier d'esclaves qui vivaient dans leur plantation à la Grenade. Ils possédaient un manoir absolument magnifique qui est resté dans la famille pendant 150 ans. Ils ont alloué un fonds de 100 000 livres au développement économique de l'île.
Il s'agit d'une première parmi les descendants de propriétaires. La famille a assumé la responsabilité de son implication dans cette histoire et travaille sur la question des réparations. En fait, Laura Trevelyan a fait un travail assez intéressant, c'est-à-dire qu'elle s'attelle à convaincre derrière la scène, en fait, les descendants de propriétaires aristocrates pour la rejoindre et faire ce travail. Donc, ils ont constitué un groupe qui s'appelle Heir of Slavery, et c'est très intéressant. En fait, on pourrait quand même se demander comment a été choisie la somme allouée. Ce que nous savons, c'est que la Commission nationale des réparations de la Grenade a reconnu cet effort. Laura Trevelyan m'a interviewée l'année dernière et nous avons eu une discussion avec d'autres gens en ligne. Ce sont des discussions très intéressantes. C'est le dialogue qui s'instaure qui est important. Dans tous les cas, CARICOM, un groupe de 15 pays de la Caraïbe n'est pas tout à fait convaincu par cet effort, parce que CARICOM et bien d'autres organismes pensent que ce n'est pas aux propriétaires de décider de la somme à allouer, parce que ces propriétaires valent plusieurs millions, voire pour certains ces propriétaires, ces descendants, à plusieurs milliards. Donc, ils avaient même une certaine réserve quand le Premier ministre, à l'époque, des Pays-Bas, a décidé d'annoncer que les Pays-Bas reconnaissaient et allaient allouer une certaine somme. Donc, CARICOM a dit qu'il faut aller doucement. Pour ce qui est des sommes à payer, la Brattle Report, publiée en 2023, et sur laquelle ont travaillé des économistes et des juristes internationaux, estime que la somme qui devrait être payée en réparation est de 18,8 trilliards de milliards de livres sterling. Cette somme est basée sur plusieurs choses, la traite, les investissements qui ont suivi, etc., etc. Donc, la question n'est pas de demander à chacun de payer, mais de dire que si ça, c'est la somme à payer, on n'a même pas encore commencé à discuter de comment vivre ensemble. Donc, la discussion est assez urgente. En France, la question des réparations est portée par plusieurs associations, plusieurs activistes depuis très longtemps, depuis des décennies. La recherche historique sur la question des compensations des propriétaires des plantations françaises au XIXe siècle a été faite grâce à une ANR. Le projet est dirigé par Myriam Cotias, mais le débat public tel qu'il a lieu en Grande-Bretagne n'a pas lieu en France. Le débat en Grande-Bretagne est fait avec la société civile, même si le gouvernement, y compris le nouveau gouvernement, s'est refusé au dialogue. Donc il y a une pression énorme en Grande-Bretagne des associations, des ONG, des pays du Commonwealth pour que la discussion parte plus loin. Alors, en France, on en est encore à se demander si tel ou tel statut doit être enlevé, contextualisé, etc. Le débat sur le déboulonnement des statuts a pourtant commencé en France. C'est la France qui a montré le chemin. Il a commencé il y a plus de 40 ans, dans la Caraïbe française. En 1991, on a décapité la statue de Joséphine de Beauharnais, fille de dynastie de planteurs, d'esclavagistes, première épouse de Napoléon, et dont l'entourage et la famille ont joué un rôle important dans la décision que fait Napoléon de rétablir l'esclavage en 1802, alors qu'elle avait été abolie en 1794. Aujourd'hui, le débat sur le déboulonnement des statuts est considéré en France comme étant de mauvais goût, ou ce terme très français, trop clivant. Je n'ai pas de traduction, j'essaye, mais trop clivant, non, je ne sais pas. En revanche, le débat est beaucoup plus avancé en France sur la question des restitutions, notamment des objets d'art, depuis le rapport Savoie et Sarr. Et ce point, pour beaucoup de gens, fait aussi partie de la question des réparations. Bon, il y a des contestations aussi sur certains objets d'art. Pourquoi? Comment est-ce qu'on donne des objets d'art d'un côté, mais la France-Afrique existe encore, etc. Donc, rien n'est parfait, mais enfin, il y a une discussion dessus. Alors, quelques arguments avancés ou questions posées concernant les réparations.
Qui peut recevoir des réparations étant donné que les richesses n'ont pas été réparties de manière égale? Les Africains et la Caraïbe devraient-ils également recevoir des réparations, surtout quand on sait que des captifs africains ont été fournis par des royaumes africains? Là, encore une fois, la question est complexe parce que l'occupation portugaise, néerlandaise, etc., de l'Afrique de l'Ouest et centrale ne s'est pas faite dans le calme. Je vous ai parlé du roi du Congo au début. De nombreux royaumes ont été décimés. Il s'agissait de vendre ou d'être vendu pour protéger son royaume, mais aussi des multiples catégories, et ça, je pense que j'en ai parlé dans la conférence 2, des catégories de semi-liberté qui disparaissent avec l'arrivée d'Européens et leurs besoins en captifs africains. Cette histoire a ouvert la voie au colonialisme, à l'occupation de l'Afrique au XIXe siècle, occupation qui n'a jamais cessé, même après la soi-disant indépendance. Nous savons que les dirigeants sont devenus de nouveaux surveillants ou chefs post-coloniaux. Nombre d'entre eux oppriment encore aujourd'hui leur population. Quant à la Caraïbe, c'était une manne dont on tirait des soldats pour combattre les deux guerres. Aucune industrie lourde n'a vraiment été développée dans la Caraïbe, car l'idée était de développer la métropole, entre guillemets, pas les îles de la Caraïbe. Aujourd'hui, c'est surtout le tourisme qu'on a mis en avant. On a mis en avant déjà le tourisme au XXe siècle, car c'est ainsi que les anciens colons l'ont décidé. Une politique économique qui n'a pas beaucoup changé en ce qui concerne la Caraïbe. Les héritages de ce passé sont assez lourds, voire désastreux. Quelques points sur les réparations. Je n'ai pas le temps de me pencher dessus. Donc, on a CARICOM, dont je vous ai parlé, qui a un plan de 10 points. Je vous invite à aller sur le site et à le lire. Les pays de la Caraïbe ont décidé de se réunir pour travailler sur les réparations et ont confié l'affaire au cabinet Lidé à Londres, un cabinet d'avocats, en 2014. Et récemment, Lidé m'a demandé de faire plusieurs consultations, présentations sur les ramifications de la justice restaurative. Et en arrière-plan, l'idée est de vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent, de développer une stratégie de réparation à une échelle beaucoup plus grande. Donc, beaucoup de choses sont en train de se passer. J'entends souvent dire que si vous payez des réparations, vous ouvrez la porte à quiconque a été lésé. J'entends, mais jusqu'où va-t-on aller? Eh bien, selon l'universitaire Hardeep Dillon, le gouvernement britannique, par exemple, a versé une compensation aux victimes du massacre Amritsar en Inde en 1919. Soldats indiens britanniques s'opposent aux supporters de Gandhi. Ils sont tués. C'est pendant la période coloniale. Il y a des morts, il y a une compensation. Elle représente très peu d'argent, en 30 000 $. En argent actuel, ce serait 400 000 $ répartis entre 2000 familles. Donc, cela a été fait. La même chose a été fait pour les Momos. L'idée, encore le même cabinet, a représenté 5000 Kenyans qui ont été torturés par l'administration coloniale et par les soldats dans les années 1950. L'idée lance la procédure en 2009. Chose inattendue, une première, l'idée obtient gain de cause en 2012. Le gouvernement britannique paye 19,9 millions de livres. Alors, dernière question importante, j'en ai plein d'autres, mais dernière question, je pense que c'est peut-être la plus importante. Pouvons-nous, collectivement et individuellement, guérir des blessures du passé si cette histoire n'est pas pleinement ouverte, examinée et enseignée? Nous connaissons la réponse à cette question. Et le rôle, je tiens à souligner le rôle central que joue l'éducation. Une éducation humaniste, décloisonnée, inclusive. Elle ne l'est pas toujours, même quand on pense qu'elle l'est. Inclusive, qui s'accompagne bien sûr d'un système éducatif, et là je jette mon regard vers le gouvernement, un système éducatif, des institutions financées. L'éducation est une priorité. Des institutions soutenues par la société civile et par le gouvernement. Je vous remercie.